Eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant Thomas Lévillane, qui va nous rejoindre. Thomas est né à Paris en 1980. Après des études aux Beaux-Arts de Paris, il a travaillé 4 ans pour le critique d'art Hector Obalk. Et il a donc, par là même, sillonné tous les musées d'Europe, avant de s'installer 3 ans en Picardie pour se concentrer sur sa peinture, avant de présenter ses œuvres au Salon de Montrouge et au Salon Jeune Création. Il a également participé à des expositions collectives, notamment l'Exil, commissariat Gaël Charbot, voire en peinture, commissariat Éric Korn ou le musée Passager, musée itinérant produit par la région Île-de-France. Son travail a fait l'objet d'expositions personnelles à la galerie Isabelle Gounod en 2013, à l'orangerie du château de la Louvière de Montluçon en 2011, et il a en ce moment une exposition au Centre d'art de Clamart, son exposition Ik et Nunc, qui regroupe 70 de ses œuvres jusqu'au 21 décembre. Donc j'ai le grand plaisir de laisser la parole à Thomas pour sa conférence. Eh bien, bonjour. Merci à Claudine pour ce cadeau exceptionnel, ce colloque. J'ai intitulé mon intervention « Le grand jeu, peinture de la réalité, réalité de la peinture ». Peinture de la réalité parce que c'est ce que je tente d'accomplir, représenter le monde des apparences. Je crois que parmi tous les médiums artistiques d'aujourd'hui, cinéma, littérature, photographie, le médium peinture reste très pertinent pour rendre l'événement qu'est le monde, la brillance du réel, ce qui se passe quand il ne se passe rien, ce que j'appellerais le non-événement. Je souhaite tout simplement, et c'est donc très compliqué, par une seconde présentation, la représentation, renouveler l'étonnement du spectateur face au monde, un monde de lumière, de matière, de vie, où le moindre événement n'est qu'anecdote, puisque bien moins important que l'ensemble du flux de fourmillement de la réalité. Si j'osais devant le professeur Claudine Tiercelin, je dirais que j'ai plus le tempérament d'un philosophe, au sens où c'est la réalité en général qui m'intéresse, que celui d'un écrivain à la recherche d'une narration, de sens, de symboles. Réalité de la peinture maintenant, parce que je parlerai uniquement de mon quotidien de peintre. Les occasions de parler de sa peinture en général, du résultat, sont nombreuses. Il me paraissait plus intéressant d'approfondir les coulisses de la fabrication spécifique pour ce colloque. C'est très impudique et un peu dangereux. En art, seul le résultat compte. Dévoiler le comment, la sueur, les doutes, modifie l'approche que l'on a d'un tableau, l'image même de l'artiste. Je ne me déroberai pas en témoignant de mon long apprentissage, des croûtes, de la technique, de la solitude, de la concentration, du courage et de l'humilité qui s'imposent, mais également du plaisir immense de peindre et de l'appétit pour l'existence qui en découle. Je m'excuse davantage pour les images que je vais vous infliger. D'une part, elles ne sont pas toutes de bonne qualité, ce sont surtout des photos de smartphone. D'autre part, il y aura du poisseux, du gluant, du suintant, bref, les coulisses un peu mortifères et mélancoliques de la figuration. J'ajoute et j'insiste, une reproduction de peinture n'est vraiment que le fantôme de cette même peinture. La confrontation physique au tableau, c'est la vraie expérience de peinture. Grand jeu enfin, parce que ce terme me paraît parfaitement adapté à ce qu'est la peinture dans ma vie. Un jeu existentiel. J'espère vous faire comprendre en filigrane de ces 40 minutes à quel point ce jeu complet qu'est la peinture, cette activité intellectuelle, physique et sensuelle, contamine l'ensemble de mon existence, la dépasse, et c'est très bien comme ça. Alors là, c'est la définition du jeu dans le larousse.fr. J'étais assez content de voir que ça venait de plaisanterie. Voilà. Bon. La peinture, c'est d'abord un espace, celui de l'atelier. Atelier qui détermine la possibilité de peinture. Et puis c'est du temps, beaucoup de temps, presque tout mon temps. Du temps court, l'aquarelle, en ce moment 3-4 jours par aquarelle, de 15 à 20 cm. Du temps plus long, en général 1 mois par tableau, 6 à 7 mois pour une exposition. Le temps et l'espace se résument à un souci permanent, celui de l'argent. Comment financer son espace, son temps ? Je vis uniquement de ma peinture depuis maintenant 8 ans. Je travaille à me permettre de continuer à travailler. C'est très fatigant et stratégique. J'ai accepté de vivre dans des conditions difficiles. J'accepte également le travail de commande sous certaines conditions. Je pense que peintre, c'est un métier. J'apprécie aussi cette contrainte de l'argent. Elle implique un rapport à la société enrichissant dans tous les sens du terme. Structurant également d'effacer timidité, chichi, angoisse de créateur, procrastination, simplement parce qu'on est dans une situation où, si l'on ne produit pas, on ne mange plus. Cela intensifie l'enjeu. Je suis encore dans cette situation aujourd'hui, une précarité créatrice. Ce n'est pas du tout une posture romantique que je défends ici. Je préférerais clairement avoir davantage de moyens, vivre dans des meilleures conditions, surtout pour faire de meilleurs tableaux. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Au quotidien, faire de la peinture, c'est rester cloîtré chez soi.
J'ai un très grand plaisir à la solitude. C'est un besoin, un tempérament. Je crois être très sociable. Mes sorties sont d'autant plus heureuses et intenses qu'il y a l'équilibre de l'atelier. Je n'ai pas l'impression de vivre dans le même temps que mes amis. Se voir tous les 2 mois, c'est se voir souvent. Dans les temps confortables, je sors 2 à 3 fois par semaine. Il m'arrive très souvent de ne pas sortir 2 mois d'affilée, en ours. Mon seul contact alors est la caissière du Monoprix. Le téléphone et les réseaux sociaux sont des outils précieux pour ne pas devenir foufou, même si cela m'arrive souvent. Ce vide, c'est aussi l'espace nécessaire pour le désir, celui de peindre. J'ai besoin de préserver ce vide pour me laisser aller au tableau, mais j'y reviendrai. Mon temps est en théorie totalement libre. Je n'ai aucune contrainte, aucun rendez-vous, aucun horaire. C'est une grande chance, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans mon travail. Idéalement, mon agenda serait rempli de 2 rendez-vous annuels, 2 vernissages d'exposition. Avant de détailler le processus même de la fabrication du tableau, j'aimerais revenir sur ma formation. Je suis arrivé aux Beaux-Arts de Paris à tout juste 18 ans, bien informé de la fragilité de l'existence, terriblement anxieux, mais également très enthousiaste et énergique envers tout ce qui pourrait m'extirper de cette anxiété. Je ne faisais alors pas que de la peinture, et rien ne m'y encourageait. Flottait encore une doxa bien française de la fin de la peinture. Les budgets des ateliers de peinture passaient toujours après des ateliers de multimédia. J'étais donc dans un atelier multimédia à faire de la peinture. Le frais bachelier scientifique que j'étais fut peiné de voir tout ce qui était d'ordre technique traité comme une chose mystique, secrète, considéré comme un processus individuel à découvrir totalement par soi-même. Je pris le parti du savoir et étudia des livres de technique, de restauration, de traités de peinture, d'écrits d'artistes, pour essayer de comprendre comment cela marchait. J'ai mis beaucoup de temps à assumer le choix d'être peintre, d'avoir cette prétention. Au fil de mon cursus, s'est dessiné douloureusement, peu à peu, l'évidence de mon désir de peindre comme je peins. Un échange de 3 mois à l'école de Lacambre à Bruxelles m'a conforté dans cette voie. Pas de doxa anti-peinture alors, mais des encouragements bienveillants. 2 rencontres ont été également fondatrices dans ma formation. D'une part, la découverte des écrits du philosophe français Clément Rosset, dont les écrits sur le réel ont presque fondé ma démarche artistique. D'autre part, la rencontre avec le critique d'art Hector Obalk, avec qui j'ai commencé à travailler pour gagner ma vie. J'ai eu la très grande chance de filmer avec lui les grandes expositions et presque toutes les collections des musées d'Europe dans d'excellentes conditions. Nous filmions dans des musées vides les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture, en toute intimité. Ils étaient là pour nous, à Londres, Barcelone, Berlin, Milan, Parme, Madrid, Vienne, Anvers, Lille, Amsterdam, Munich, Dresde, Venise, New York, Rome. Je l'aidais à préparer des petites chroniques pour la télévision sur la peinture, ce qui me poussait entre 2 avions à creuser l'œuvre des grands peintres, jusqu'à avoir un côté geek de peinture. Ce fut une formation exceptionnelle pour ma sensibilité, pour mon goût. J'en suis éternellement reconnaissant à Hector. Une école de patience et de courage également. À entrer dans les détails de la vie et l'œuvre des plus grands maîtres, on est loin du génie inspiré, du démiurge, du maître débarquant dans la réalité venue de nulle part, mais bien plus près de l'auto-entrepreneur comme Gustave Courbet, du stratège politique comme Pierre-Paul Rubens, du mélancolique agacé par la contingence comme Edgar Degas. Ce fut également une difficulté. Enfant gâté de chefs-d'œuvre, je ne pouvais plus jamais faire comme si je n'avais pas goûté à une intensité certaine de ce que peut être la peinture. J'imagine que c'est la même chose avec un amateur de vin. Ayant apprécié les meilleures bouteilles, il aura du mal avec un gros rouge qui tache. Pas facile de se mettre alors avec légèreté à son tableau après une semaine de Rembrandt. Une fois diplômé des Beaux-Arts et après 4 années intensives de chefs-d'œuvre dans la tête, j'ai eu l'occasion et pris le parti de maturer ma peinture. Isolé dans un petit village de 400 habitants en Picardie, où je suis resté 2 ans et demi seul à peindre. Thury-en-Valois, ce n'est pas une blague. La peinture est certainement le médium le plus cruel. Il faut un quart de seconde pour sentir si le tableau tient ou pas. On sent tout de suite s'il y a quelque chose qui cloche. Sans fausse modestie, je me sens encore un très jeune peintre. J'ai l'impression d'être tout à fait balbutiant dans ma pratique. Je vois les progrès que je fais d'année en année. Je vois les tableaux nouveaux détruire les tableaux plus anciens. Par exemple, en 3 ans d'aquarelle de fête, les plus récentes rendent les plus anciennes plus ternes, plus laborieuses, plus compliquées. Donc, par exemple, ça c'est une aquarelle de 2010. Vous voyez le jean, on voit les trames du jean sont très épaisses et très marquées, alors qu'en 2013, bon, là évidemment c'est un peu flou. Mais c'est, voilà, faites-moi confiance, c'est mieux. Et de la même manière, le collant sexy de la fille de gauche avec un visage pas terrible, il est quand même plus sexy en 2012, quoi. Et de la même manière, les bouteilles en barre de 2010 sont un peu moins denses et un peu moins, on va dire, vibrantes que les bouteilles que j'ai faites en 2012. Voilà. Je consacre tout mon temps à la peinture, également en espérant progresser plus vite. Je n'ai eu aucun talent, aucune facilité, aucun don, si ce n'est mon désir, mon endurance et très peu de mémoire des efforts fournis. Dans ma volonté première de peindre intensément des choses simples, il y avait donc un hic, peindre. J'ai dû faire mienne cette phrase de Samuel Beckett, essayer encore, rater mieux. Être très patient et assumer de faire pendant une bonne dizaine d'années de véritables croûtes. Je n'ai pas hésité ainsi dans mon petit village picard à rater mieux mes peintures difficiles des Beaux-Arts. Je vous donne des exemples impudiques qui me font un peu rougir.
Donc voilà, là vous voyez un tableau que j'ai fait en 2004, je l'ai repris et essayé de le rater mieux en 2007. Hein. Voilà, de la même manière. Là j'ai un peu honte, hein, mais... voilà, bon, j'arrête parce que c'est... encore aujourd'hui, je finis mes tableaux totalement démoralisés, découragés, me sentant totalement nul, et puis je les compare aux précédents pour constater que c'est simplement mon niveau. Il faut bien comprendre que le savoir théorique ne suffisait pas du tout. Il fallait surtout de la pratique, de l'expérience, en mélange de couleurs, en temps de séchage, en précision de la main, bref, l'accumulation d'expériences vécues qui s'intègrent peu à peu dans la mémoire du corps. Le protocole lui-même de la fabrique de mes peintures s'est dessiné peu à peu. Comme beaucoup de peintres, j'ai un atlas, un stock géant d'images. Le mien est peut-être plus personnel, comme un album de famille avec beaucoup de choses sans intérêt immédiat. Photos de lieux, de balades à vélo, de ciel, d'objets, de matière, le tout trié bêtement en ordre chronologique. Il m'arrive de revisionner toutes ces photos à travers le temps, cherchant un sujet qui, hic et nunc, me pousse au désir de le peindre. Il m'arrive très souvent de peindre une image faite 3-4 ans plus tôt. Ce ne sont jamais des bonnes photos, plutôt des photos anodines, plates, sans supplément d'âme. Elles m'intéressent pour ce que je projette dessus, par la mémoire, les informations visuelles qu'elles contiennent, le désir de les peindre qu'elles me procurent. J'ai toujours mon appareil photo sur moi. Au cœur de l'anodin, il m'arrive souvent d'être surpris par la réalité en y projetant un futur tableau. C'est une sensation très agréable, une contemplation active. Je sors mon appareil, je mitraille, j'engrange le maximum d'informations pour plus tard. Dans ce cas précis, c'était pour une commande. On m'a demandé de peindre un boucher chevalin. Pour mes aquarelles de fête, par exemple, un peu éméchées, ayant repéré des éléments qui me plaisent, je n'hésite pas littéralement à flasher sur les éléments sans vraiment cadrer. Le lendemain, avec la patience de la gueule de bois, je trie et commence mes montages, les oreilles encore pleines du brouhaha de l'agitation humaine de la nuit. Je peins d'après des montages photographiques sur mon iPad. Ce sont exclusivement des situations que j'ai vécues, une bonne chose qui m'oblige à sortir un peu de l'atelier. Il m'arrive de faire des séances de pause plus artificielles avec des amis, selon des compositions qui m'intéressent. Généralement, ils ont l'impression que rien de spécial ne s'est passé durant ces séances. J'ai besoin, pour avoir envie de faire une image, qu'il y ait des enjeux affectifs, psychologiques, pourquoi pas pervers, des petites histoires qui joueront sur mon désir de peindre. Je dois garder ce désir ancré en moi pendant la production du tableau. Je passe beaucoup de temps à choisir mes sujets. C'est un plaisir purement intellectuel. Je crois beaucoup à l'intoxication volontaire, consomme énormément d'art, de littérature, d'informations, d'anecdotes, par plaisir, mais aussi avec le secret espoir que ça passe d'une manière ou d'autre dans la peinture. J'aime qu'au final, il n'y ait plus vraiment d'idée dans le tableau. La peinture que j'aime se posant en deçà du discours, il y a certainement un antagonisme avec le cliché actuel de l'artiste qui fait sens. Je pense tableau par tableau. Mes accrochages sont souvent très compliqués pour cette raison, l'idéal étant l'équation un mur, un tableau. Quand je peins d'après mon iPad, j'ai toute la série de photos accessibles, des morceaux zoomés de la composition. Je n'hésite pas à passer d'une image à l'autre. Je ne cherche pas le vrai du moment vécu, mais le vraisemblable. Je cherche une intensité. Que l'expérience de contemplation puisse être un peu longue, que chaque partie du tableau présente un intérêt propre à être regardée pour elle-même, le tout dans un espace visuel cohérent. Je me sers d'un montage photographique franchement bricolé sur Photoshop, comme d'un dessin préparatoire. En faisant la composition, je cherche une évidence, que rien ne choque mon œil. C'est impossible d'énumérer les règles qui détermineraient ce qu'on pense être la bonne composition. C'est une question de goût, un goût qui se forme, qui s'affirme avec le temps. L'évidence se sent plus qu'elle ne se rationalise. Je le sens comme ça, on pourrait dire que c'est mon caprice égoïste. Donc là, vous voyez, il y a deux images. Alors j'ai essayé de vous séparer les montages un peu pour vous montrer que voilà, il y a un steak haché qui se balade. En haut, il y a le sac plastique qui est monté aussi. Enfin, voilà, c'est pour vous montrer un peu un montage. Autre élément très important de la composition, le format. La peinture, c'est un objet, avec une taille, un poids, une présence dans l'espace. Le choix du format est pour moi primordial. Je réfléchis beaucoup au rapport physique que le spectateur va entretenir avec la peinture. Je fais des simulations sur le logiciel de mise en page InDesign, ça prend 5 minutes. Il y a des conventions d'accrochage, on a tendance à accrocher les tableaux par le milieu à 1,50 m du sol. C'est un élément que je prends en compte. Pour ce tableau, par exemple, il était très important pour moi que le spectateur soit pris frontalement d'abord dans un tourbillon d'informations et que, s'il s'intéresse au petit bonhomme dans la composition, il soit obligé de se baisser, le bonhomme n'étant pas le sujet principal du tableau. Alors, le bonhomme, c'est le petit bonhomme, bon, on va le voir plus tard après, mais il y a un petit bonhomme qui regarde son portable sur le... Passons à la fabrication même du tableau et retournons donc à l'atelier. Je me retrouve donc dans le cliché du peintre. Une toile, une palette. La mienne est une très grande plaque de verre, des pinceaux, un chevalet, un peu ringard, de la peinture, des liquides qui puent en tout genre, mon corps et c'est tout.
J'admets ne pas comprendre le concept d'atelier avec une belle lumière du Nord. Il m'arrive très souvent de travailler 15 à 16 heures par jour. Je travaille donc à la lumière électrique blanche. Je peins souvent avec un ronronnement de podcast et de plus en plus dans le silence. Je me lève la plupart du temps à midi. Je mange, réponds à la contingence et autour de 13h30, me mets à la peinture. Il y a un état à trouver, un état de vide, de calme. Il faut jouer à se donner envie. Ça me prend souvent une bonne demi-heure à tourner autour du tableau, nettoyer la palette sale de la veille, décider quelle partie je vais peindre, définir les couleurs à utiliser, regarder mon iPad, projeter dans le temps comment cela va se passer. C'est un état de fragilité, on devient plus sensible. Je ne suis pas mystique pour un sou, mais il y a quelque chose tout de même de l'ordre de la méditation à se laisser aller dans le vide. Ce vide est également celui du savoir-faire pratique. Il y a toujours un doute face à la réalité de la chose à faire. Est-ce qu'on sait vraiment le faire? Ce doute peut être également très excitant. J'ai souvent le trac quand je sais que j'ai quelque chose de compliqué à peindre dans la journée. C'est une aventure sur 2-3 mètres carrés, mais c'est vraiment une aventure avec son lot de sensations fortes. Cette tranquillité peut être troublée de manière très pénible et si quelque chose de la vie extérieure prend trop de place. Une mauvaise nouvelle, l'administration, un désagrément pratique, un dépit amoureux peuvent littéralement tourner à la torture. C'est alors une bataille de concentration. La concentration pour la peinture me paraît assez spécifique à cette pratique. Il y a une forme de régression dans l'atelier. Ce n'est pas vraiment verbal, je ne me formule pas « tiens, je vais prendre telle couleur ou telle couleur », c'est plus instinctif. Les grands moments de plaisir de peinture sont des moments de totale inconscience, de facilité, de grand laisser-aller, entre la contemplation et l'action sensuelle. Sans en faire une mystique, cela m'arrive souvent de ne pas avoir passé 3-4 heures à peindre. Pour tout dire, c'est un plaisir très proche de la sexualité, en beaucoup plus long. En peignant, je consulte souvent des catalogues d'art. J'ai besoin d'images d'autres peintres pour me donner du courage, me rendre exigeant. Je cherche dans le catalogue une peinture qui répondrait un peu aux problèmes du jour. Des problèmes de peintre, le dos d'une main, les cheveux blonds, une texture de tissu, un seul boueux. Je laisse souvent les catalogues ouverts traîner dans l'atelier pour combler la solitude. Il m'arrive très souvent de travailler de 13h30 à 6h du matin avec une pause pour le dîner. Le temps de la nuit est un temps que je savoure, c'est un temps où il n'y a plus de temps. Un temps de battement pour les grandes batailles, pour arriver à quelque chose à la fin de la journée. Je me souviens par exemple d'une journée véritablement épique où, pour faire apparaître le visage de ce tatoueur, j'ai dû travailler réellement 22 heures d'affilée, dans une grande tension, sous une grande contrainte, celle du séchage de l'huile. L'enjeu du visage, comme celui du nu, est souvent plus grave et difficile. Le cerveau de chaque spectateur est conditionné à une grande expertise de la face humaine. Une erreur et la présence est ratée. Autour de 5h45 du matin, ou plus tard, je lave mes pinceaux au savon de Marseille, soit dans la joie, soit la mélancolie, soit juste l'épuisement d'une journée trop longue. Le lendemain, je retrouve ma palette de la veille, la nettoie, et c'est reparti dans des journées répétitives où seul varie le sujet à peindre dans les couleurs à choisir. Voilà, donc ça c'est différentes palettes, enfin c'est une palette par jour, quoi. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Dans la fabrication d'une peinture, la couleur, ce n'est pas une idée de couleur, c'est une matière. Pour la peinture à l'huile, c'est du pigment de couleur mélangé avec de l'huile de lin, le plus souvent. Ces pigments sont grosso modo soit naturels, issus de terres différentes, du concassage de roches, terre de sienne, ocre jaune, ocre rouge, soit fabriqués chimiquement. Il y a énormément de tubes de couleurs vendus sur le marché qui me paraissent ne servir absolument à rien. Des tubes de couleurs qui mélangent deux pigments comme les infâmes roses chères, ou plus comique encore, l'outremer clair. Cela ne me paraît pas très compliqué de rajouter un peu de blanc à son bleu outremer foncé. Pour être sûr de ne pas se tromper sur la marchandise, il suffit de regarder la composition de la couleur sur l'étiquette du tube. S'il y a une seule référence de pigment, on ne se fait pas trop voler. Chaque couleur à l'huile a des propriétés physico-chimiques différentes, ses propres caractéristiques de séchage. Toutes les terres sèchent très vite et bien. On peut devoir attendre longtemps pour voir un rouge ou un noir pur sec. Sa propre densité. Certains sont couvrantes, opaques, d'autres plus adaptés à la transparence. Enfin, chaque couleur à l'huile n'a pas la même viscosité. Le ressenti, la sensualité de la pâte picturale ne sont pas les mêmes quand on les pose sur la surface du tableau. Là où la couleur est une véritable folie, une folie aussi folle que la réalité elle-même, c'est qu'évidemment, d'une marque à l'autre, un bleu outremer ne sera pas le même. On est dans la réalité concrète où le même n'existe pas. Comme dirait Jean Dubuffet, il n'existe pas une chose qui soit la couleur, seulement des matériaux colorés. Ces matériaux colorés sont des choses, pas des œuvres de l'esprit. L'artiste Bertrand Lavier a peint pertinemment un tableau nommé Crimson en 1986. Cette peinture se présente comme une surface composée de deux parties égales, peintes en rouge. Chacun d'un rouge Crimson fabriqué par deux marques différentes, donc différenciables. Alors j'ai essayé d'avoir l'image et j'ai dû négocier pendant des heures puis je ne l'ai pas eu finalement. Donc c'est juste un monochrome, on croit que c'est un monochrome, mais en fait il y a deux couleurs différentes. Il y a deux Crimson différents. Je ne sais pas si vous avez compris. Enfin, en gros, c'est censé être la même couleur et en fait, on a le tableau monochrome rouge avec deux bandes de rouge un peu différents parce qu'en fait, ce n'est pas la même marque.
Je fabrique moi-même ces deux médiums à partir de la résine. Les recettes que j'ai fini par mettre au point en essayant ratant mieux, sont adaptées à mon mode de production du moment. Je contrôle en partie le temps de séchage de la peinture en modifiant les recettes. J'ai donc à ma disposition une émulsion, une espèce de mayonnaise maigre, mélange d'huile, de vernis d'amarre et d'eau pour les empâtements, quand il y a de la matière, et un médium, mélange d'huile et de vernis d'amarre beaucoup plus gras, collant, pour les premières couches et les glacis. Je passe de l'un à l'autre au long de la journée en diluant avec de l'essence de térébenthine. Toute cette complexité que je vous ai dévoilée n'est pourtant pas encore la plus compliquée, il faut encore mélanger les couleurs entre elles. Ma palette de couleurs s'est également formée avec le temps. Elle n'est pas très large, une vingtaine de couleurs, les plus banales, les plus sombres, et quelques tubes de couleurs spécifiques que j'aime ajouter à certains mélanges. Quand je fais des mélanges, c'est souvent un mélange de 2 pigments, ou alors pas plus de 3, 4 couleurs. Je veux garder mes pigments frais et lumineux pour garder l'intensité du pigment. Je mélange plus volontiers directement sur la toile que sur la palette. Il y a encore 2 choses que peut apporter la peinture à l'huile, les sous-couches et les glacis. Un peu confiant dans sa technique, on peut faire une première couche à l'huile un peu trop colorée. Par exemple ici, la peau trop ocre jaune amène un côté macabre à la jeune femme. Puis, je ne sais pas si ça passe bien. Donc après, on peint sur la couche sèche des couleurs claires. Avec le séchage, on sentira la couleur de la première couche remonter. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, mais en gros, l'ocre jaune que j'ai passé sur la première couche du visage remonte un peu sur le blanc du tableau. Donc la deuxième couche. Je vous montre le tableau final et je bois un verre d'eau. Beaucoup de peintres commencent ainsi à partir d'un fond coloré uni pour également unifier l'ensemble. Ici, en bas à gauche, on devine un brun Van Dyck comme fond du tableau, sous la bouteille et le gros blanc. Donc là, vous voyez, sous la bouteille, enfin tout le tableau, en fait, j'ai mis d'abord une grosse couche de brun Van Dyck, j'ai laissé sécher, et ensuite j'ai peint par-dessus. Donc là, par exemple, j'avais peint en blanc pour faire les repères. L'ensemble des tonalités sont alors un peu éteintes par ce fond sombre. Donc là, je peux mettre le jaune le plus puissant du monde, il sera toujours un petit peu atténué par rapport à s'il était sur un fond blanc. Autre technique de mélange de couleurs, le glacis. C'est une couche de couleur transparente colorée sur une couche opaque. On étale alors plus de médium dilué dans la térébenthine que de pigments. Je goûte particulièrement cette technique car elle permet des couleurs un peu étranges, ambiguës, ineffables. Elle permet également d'approfondir la couche picturale. La lumière passe à travers la couche colorée pour buter sur la couche opaque et revenir à l'œil. C'est le même effet de réfraction de la lumière que le bâton dans l'eau en plus subtil. Donc là, vous savez, quand on met un bâton dans l'eau, il y a un petit effet de décalage comme ça. Et le médium, c'est exactement pareil. Il y a une couche épaisse transparente, et donc quand la lumière passe, elle vient taper dans la couche opaque et revenir, mais entre-temps, elle est passée par le petit léger médium qui va faire qu'il y aura un petit décalage pour l'œil. Vous voyez le fond de la nature morte qui s'approfondit par le glacis. Donc là, vous voyez, il y a le tableau à gauche et le tableau à droite. J'ai juste mis des glacis, on va dire bleu-marron, pour approfondir comme ça la surface qui était juste unie. Ou encore le plancher qui s'unifie. Donc là, vous voyez à gauche, le plancher est assez clair. Et là, à droite, j'ai mis des glacis, pour le coup, ocre jaune ou terre de sienne, pour unifier les choses et garder plein d'informations, tout en ayant quelque chose d'un peu plus uni. Ici, la tache de vin rouge qui s'intègre au tissu de la nappe en transparence. Voilà. Ça, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup faire, c'est de trouver des sujets qui correspondent exactement à la technique. Enfin, c'est pas que je pense beaucoup à la technique, mais c'est juste que ça m'amuse quand il y a cette corrélation. Je vous montre le tableau final. Hop. Pour peindre le poil sale d'un jeune bœuf, je fais une sous-couche de terre, de sienne, puis peins assez bêtement en blanc dessus. Donc là, vous voyez, j'ai mis, la photo n'est pas terrible, je suis désolé, mais à gauche, mon chatron, un jeune bœuf, ça s'appelle un chatron. Voilà, j'ai mis la terre de sienne et après j'ai peint avec du blanc par-dessus sans me soucier de la couleur. Et en fait, peu à peu, le blanc est remonté. Donc ça, c'est la sous-couche. Et après, j'ai rajouté des glacis en terre de sienne dans l'image de droite. Et donc à ce moment-là, j'ai une espèce de croisement comme ça de deux techniques qui font que finalement, je vais reprendre mon texte. Qui font que ça entraîne une succession de hasards possibles, donnant de la richesse au poil de la bête. Voilà. La peau humaine ayant la particularité d'être à la fois une surface opaque, l'épiderme, mais également une surface translucide, puisque l'on voit à travers, on comprendra l'intérêt de la pratiquer à l'huile, et notamment par des glacis.
Après ma bataille de 22 heures pour faire monter le visage de mon tatoueur, j'ai de manière beaucoup plus décontractée, la souffrance oubliée, repris le visage en glacis pour l'intégrer à la lumière générale de mon tableau alors plus avancée. Donc là, vous voyez, à gauche, c'était le résultat de mes 22 heures de travail, et à droite, alors il y a toujours un petit côté... Enfin, moi, j'oublie vraiment beaucoup les efforts, donc quand je vois ça, je le prends vraiment comme s'il avait été déjà fait, comme si je ne l'avais pas fait. Et donc, j'ai vraiment pas du tout de problème à mettre des glacis, vous voyez, roses en haut, mettre un peu plus d'ocre jaune, de contraster plus le visage et d'approfondir les yeux, par exemple les orbites. Voilà. Une technique peut en nourrir une autre, et je dois avouer que la pratique importante de l'aquarelle, qui doit occuper 30% de mon temps, m'a incité à utiliser de plus en plus la technique du glacis. En effet, dans l'aquarelle, la lumière, c'est le blanc du papier. Ici, le blanc du lavabo, c'est le papier à nu. Donc là, vous voyez, dans ce tableau-là, enfin, dans cette aquarelle-là, bon, il est trop contrasté, mais mes œuvres sont trop subtiles pour la reproduction. Et donc, en fait, le blanc du lavabo est vraiment du papier nu, quoi. Voilà. C'est couche transparente après couche transparente que je fais monter la densité de la présence. Le cadre de l'aquarelle est encore plus régressif, moins fatigant, plus pratique. Je suis à la table, penché, à me concentrer sur une surface de 15 à 20 cm en général. Alors ça, c'est à A1, c'est une résidence où je suis allé 2 fois, où les gens me prennent un peu pour un fou, parce que j'arrive, je m'assois, et je fais des aquarelles, et je ne sors pas du tout. J'ai un super beau paysage voilà, devant moi, et les gens me voient parce qu'ils sont sur le pont, et ils me voient travailler toute la journée, toute la nuit. Et voilà, et après je repars, et ils ne savent pas ce que j'ai fait, mais c'est comme ça. L'aquarelle, c'est du pigment mélangé avec de la gomme arabique, grosso modo de la sève d'acacia. On la dilue dans l'eau, et le support a alors une grande importance. Le pigment s'enfonce dans le papier par capillarité, l'eau s'évapore, et le pigment reste coincé dans la fibre du papier. Outre la fragilité du papier, le seul défaut de cette technique est qu'il n'y a aucun repentir possible. Pas d'erreur, c'est donc une concentration particulière, surtout pour des compositions plus grandes, par exemple celle-ci que j'ai réalisée pour le magazine de mode Harper's Bazaar. Voilà. J'avoue me sentir aujourd'hui beaucoup plus à l'aise à l'aquarelle qu'avec l'huile, qui me pose encore beaucoup de problèmes. La technique est plus légère. Ma manière de pratiquer l'aquarelle m'a également influencé dans ma pratique du fusain, par exemple avec ce fusain sur toile de 2,50 m sur 3,25 m, où, après avoir fait une première couche de fusain, je la fixe au fixatif et repars pour une autre couche pour redensifier les noirs. Et encore une fois. Donc moi, généralement, quand je me retrouve à faire une nouvelle technique, je me retrouve à faire la technique la plus laborieuse que je pourrais faire. C'est-à-dire que j'ai dû refaire 3 fois toutes les feuilles, toutes les branches et tout ça pour densifier comme ça les noirs. Voilà. Ben, ça me plaisait, hein, mais c'était spécial. C'est après l'avoir fait que je me suis rendu compte que j'avais dessiné... excusez-moi. C'est après l'avoir fait que je me suis rendu compte que j'avais dessiné une forêt noire avec des bouts de bois brûlés. J'ai fait ce détour par le fusain et l'aquarelle pour vous soulager un peu de tout le pensum technique de la peinture à l'huile et essayer de vous faire comprendre que tous ces principes, ces lois physico-chimiques, je ne les ai pas du tout en tête lorsque je travaille. Je garde une certaine expertise inconsciente de la matière, je sens juste les impossibilités, je sais là où la matière va résister, j'ai à peu près l'intuition des chemins à prendre. Avant de conclure, je vous propose de suivre très rapidement et un peu dans le désordre les étapes de la fabrication du tableau que nous avons déjà vues. Peindre avec le plus d'attention et de soin possible un paysage verdoyant qu'un personnage néglige complètement parce qu'il est absorbé sur ses 8 cm d'écran de son smartphone, je trouve que c'est un beau sujet. Donc là, on ne voit pas trop non plus. Bon, il y a un petit bonhomme qui regarde son smartphone. Voilà. Il y a une vraie donc, j'ai donc fait mon montage Photoshop, choisi mon format de tableau. Il y a une vraie excitation devant la toile blanche. Dans ce cas-ci, je sais que je vais entretenir un rapport plus qu'intime avec ces 1,8 m². J'ai arrêté depuis peu de préparer mes toiles moi-même. Tendre la toile, la préparer au gesso, un mélange de pigments blancs ou colorés et de liant vinylique, ou la préparer à la colle de peau de lapin. Cela prenait beaucoup de temps, c'est pourtant une étape très importante qui décidera de la capacité du support à absorber la matière. La granulation de la toile est également cruciale. J'achète maintenant les tableaux tout préparés, selon ce qui me convient. La toile est carrée, je scrute ses imperfections, il y en a toujours, c'est un objet réel, pour les placer dans les endroits les moins cruciaux.
Et c'est parti, je projette mon montage photo à l'aide d'un épiscope et dessine en gros, à la pointe d'argent, les informations graphiques de l'image, surtout les gros contrastes d'ombre et de lumière. Ce dessin me sert surtout pour des questions de proportion, de rythme dans la matière. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà. Je ne me contrains pas forcément à la précision. Donc là, c'est mon petit bonhomme. Bon, pas non plus... Si j'ai le temps de laisser la peinture sécher, il m'arrive également de peindre directement à la terre de sienne naturelle. L'épiscope ne me servira plus du tout par la suite. Le lendemain, vu la complexité de ce que j'ai à peindre, il y a beaucoup de plans différents, je n'hésite pas à appliquer un jus coloré léger à la térébenthine pour poser des informations qui me seront utiles une semaine plus tard. Avec l'huile, on est contraint de se projeter dans le temps, les temps de séchage. Les temps de séchage sont cruels, ne pas les respecter expose au pire résultat. Je commence par le plan le plus éloigné, le ciel. Il est très laborieux de peindre un fond autour d'une forme déjà peinte. Imaginez par exemple si j'avais dû peindre le bleu du ciel après, en détourant chaque feuille autour des arbres, en haut à droite du tableau. Donc là, il y avait mon fond de ciel bleu. J'ai peint évidemment les arbres après, mais si j'avais dû peindre le ciel après avoir peint les arbres, ça aurait été une catastrophe, quoi. Un peu compliqué. Le temps de séchage superficiel de 2-3 jours pour le bleu du ciel me permet de peindre les arbres directement dans le frais, en mélangeant ce bleu clair, pas tout à fait sec, à la frondaison des arbres. Vous l'aurez compris, il faut avoir ces 2-3 jours de vide devant soi, avant que la peinture bleue... excusez-moi. Vous l'aurez compris, il faut avoir ces 2-3 jours de vide devant soi, avant que la peinture bleue du ciel ait séché. Donc ça, c'est une chose que généralement les gens ne comprennent pas trop. J'ai des amis qui m'appellent en me disant « Oui, tu ne veux pas venir faire un truc ce soir » et tout ça. Et moi, en fait, j'ai un tableau qui est en train de sécher. Donc il ne faut pas que... Là, le ciel bleu, si je dois le traiter, il faut que je le traite dans les 2-3 jours qui viennent. Sinon, après, c'est fini. Je n'aurai pas du tout la même matière, quoi. Je n'hésite pas à peindre à l'envers. Cela aide à avoir le regard un peu plus frais. Généralement, cela accentue également la sensation de lourdeur de la matière. Regarder le tableau dans le miroir permet aussi de retrouver le regard neuf qui fait comprendre tout de suite ce qui cloche. Je fais monter les formes, les matières, les textures jour après jour. Donc là, voilà, c'est un exemple de... Ça, c'est une journée de travail où je fais monter juste le petit îlot de pierre. Pour le pan de cette roche, par exemple, je commence à poser les couleurs de manière assez brute, les ombres, les différentes teintes de roche avec mon médium gras, et des pinceaux de soie de porc assez durs qui dessinent des lignes, des indications dans la matière. Le médium poisse très vite et accroche la peinture que je lui ajoute. Je monte en pâte, peu à peu, je monte tous les éléments en même temps, dessinant les formes. J'utilise alors des pinceaux plus doux, en poil de martre. Voilà. Je retouche également avec des pinceaux fins et durs pour la précision des formes. Je n'ai pas réussi à retrouver quel peintre a dit qu'il fallait commencer par battre sa toile pour finir par la caresser, mais c'est un peu comme ça que cela se passe pour moi. Donc là, vous voyez, je commence la première étape en haut à gauche, c'est des jus colorés où je pose les couleurs, et après je monte en pâte, comme ça, peu à peu. Et donc je commence un peu lourd à mettre juste les couleurs, comme ça, des espèces de poches de couleurs, et puis après, peu à peu, je précise, donc les pinceaux sont de plus en plus doux. Je reprends exactement ce même système pour la verdure. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Ah, il y a une grosse tache verte faite au médium. Et après, je monte comme ça, je précise les choses. D'ailleurs, il y a une chose... ça, c'est une des choses que j'aime bien dans la peinture, c'est que, par moi, quand j'ai regardé comment Rubens peignait, par exemple, il peint les ombres très très claires, avec très très peu de matière, et tout ce qui est lumière avec beaucoup de pâte. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que, en fait, on a découvert que l'ombre était un manque de lumière. Et qu'est-ce que c'était physiquement? C'était un manque de lumière. Et donc, je trouve ça assez, et ça, c'était je crois que c'est le début du XXe siècle. Donc, je trouve ça assez beau que les peintres savaient déjà à l'avance qu'est-ce que c'était que l'ombre? C'était un manque de matière, un manque de lumière, quoi. Voilà. Cette fois-ci, la touche peut être plus visible. Elle est homothétique à celle d'une feuille ou d'un branchage. Donc là, par exemple, quand je rajoute de la matière, je dessine à la fois et une ligne et l'objet lui-même, quoi. Donc par exemple, pour faire les feuilles, bah, c'est une touche de peinture, simplement. C'est homothétique. Évidemment, me concentrant sur du vert pendant 14 à 15 heures, cela me rend beaucoup plus sensible à l'esthétique des arbres en général. Cela change en profondeur mon rapport à la végétation. Une fois qu'on a travaillé à comprendre un type d'objet, de forme, de texture,
Il n'est plus jamais le même pour soi. Dans la rue, cela peut être une grande ivresse alors que de croiser un bel arbre majestueux, comme ceux qui sont à l'entrée du Collège de France. Je sors de l'atelier avec un énorme appétit d'apparence. Ça me rend très heureux. Je crois que je me suis mis à fumer pour me donner une contenance quand je reste quelque part à bêtement regarder. Et puis ça monte au fur et à mesure comme ça, un peu tout seul. Il faut rester en forme, se concentrer pour conserver un état équivalent chaque jour. Tout coup de fatigue se ressent. Il faut être à l'écoute de son corps. Parfois, il vaut mieux ne faire que des petites choses dans la journée pour être un peu plus en forme le lendemain. Il peut arriver également de se poser de véritables questions esthétiques. Par exemple, pour mon bonhomme, j'ai fait le choix de le peindre avec autant d'attention que le reste du tableau, alors que j'aurais pu densifier le travail et le mettre beaucoup plus en valeur. J'ai préféré être un peu moins anthropocentrique pour l'esprit final du tableau. C'était évidemment un moment de grand suspense quand je l'ai peint. Allais-je le rater et avec lui tout le tableau? Et puis un jour, vers 6 heures du matin, le tableau est fini. J'ai peint environ 14 heures par jour à peu près. J'ai peint environ 14 heures par jour à peu près en continu du 11 avril 2014 au 1er juin 2014 ce tableau. Il faut bien comprendre que dans ce temps du tableau fini, que je veux le plus possible fulgurant et simple, se cache encore et à jamais le temps de sa production. Jeune peintre, j'ai appris à faire des buissons pour la première fois avec ce tableau. Au départ, des buissons un peu trop laborieux, pour comprendre finalement peu à peu comment faire et rater mieux. Je m'en veux encore de mon manque de stratégie, d'avoir commencé par les buissons du beau milieu de la toile, plutôt que par ceux des côtés moins en évidence. Je raterai mieux les buissons la prochaine fois. Donc là, vous voyez, c'est une chose terrible, c'est que j'ai commencé les buissons, j'ai commencé celui du milieu du tableau. On arrive, on voit que le buisson qui est un peu laborieux. Alors que tous ceux qui sont un peu jolis, où j'ai appris, où j'ai vraiment compris ce que c'était comment faire des buissons, ils sont sur les côtés dans l'ombre, ou alors, enfin voilà, c'est une catastrophe. On va rester un peu sur cette note mélancolique, parce que j'ai plus de voix. Hop. Pendant la fabrication du tableau, j'ai pris également beaucoup de plaisir à peindre cette flaque d'eau, un nouveau sujet pour moi. Cela m'incite à trouver dans mon atlas personnel un sujet contenant ce type de situation pour approfondir l'expérience. Alors ça, par exemple, c'est typique un sujet il y avait une flaque d'eau. Dans ma composition, il y a une flaque d'eau. Je n'avais jamais peint de flaque d'eau et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Donc je me suis dit, voilà. J'espère vous avoir fait sentir que la fabrication... voilà, excusez-moi, j'ai pas zoopé. Une fois le tableau fini, c'est fini. Il vit sa vie. C'est presque son problème à lui de se défendre tout seul. Je suis très contente de m'en débarrasser, de l'exposer, de le vendre, de le savoir chez quelqu'un. Le tableau est accroché en ce moment au Centre d'art de Clamart, entouré de 70 autres œuvres de ma production. L'exposition dure jusqu'au 21 décembre. J'espère vous avoir fait sentir que la fabrication d'un tableau consiste donc à peindre avec de la boue colorée une image incarnée. On rapporte ce propos gentiment prétentieux d'Eugène Delacroix. Donnez-moi de la boue des rues et j'en ferai de la chair de femme d'une teinte délicieuse. La peinture est un objet physique, une œuvre sur le présent, le monde des apparences, exprimé dans le langage du présent, celui de la matière. La manière de peindre, les produits utilisés, le support, le format du support sont aussi importants que le sujet peint. Je peins, pense, travaille le tableau en le faisant. Ce n'est pas un projet établi à l'avance, planifié pour un résultat défini avant de l'avoir conçu, mais bien une aventure, au nombre incalculable d'échecs possibles, dans une concentration continue vers le résultat final qui sera une chose évidente. Alors que nier notre monde unique et cruel pour des ailleurs mensongers, où la fiction et le réflexe humain... Alors que nier notre monde unique et cruel pour des ailleurs mensongers ou de fiction, et le réflexe humain le mieux partagé, s'atteler à l'évidence du réel ne me semble pas anecdotique. Je peins des sujets banals en tentant d'en faire exister la présence. C'est dans cette présence que réside pour moi un hommage sensuel et inquiet aux apparences, à la finitude de ses formes, au monde muet qui est le nôtre. Il y a tant d'événements indicibles, la couleur d'une peau, une odeur, une densité d'un mur, l'air entre deux objets, une inquiétude, un étonnement. La peinture permet de contempler du figé frais, de près, de loin, de très près, ça ne raconte pas la même chose. Elle permet aussi de se taire, de ne pas se protéger par des mots. Le plaisir est là, à voir ce qui est là, à ne jamais pouvoir l'absorber, à l'accepter comme tel. On n'est même pas obligé de les regarder. Les peintures sont présentes, si jamais. Merci.